Écho du temps, le podcast du Musée d'archéologie nationale. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Écho du temps. Je suis Daphné Mavrocordatos et aujourd'hui, nous allons plonger dans l'énigmatique histoire du cône d'Aventon, l'une des créations les plus remarquables de l'âge du bronze. Vous êtes prêts ? Allons-y, direction le Poitou. L'histoire commence au printemps 1844 à Aventon, une commune située au nord de Poitiers. Jean Bardou, vigneron de la commune, et son fils sont en train de creuser un fossé dans leur vigne. Quand soudain, le soc de leur charrue accroche quelque chose. Ils viennent de heurter un objet. Bon, ça arrive de temps en temps, on en trouve des choses dans les champs entre les pierres et les objets perdus. Ils dégagent l'objet du fossé et le placent de côté. La fin de la journée venue, les deux hommes récupèrent l'objet d'aspect doré et le rapportent chez eux. Vu sa couleur, il est très probablement en cuivre. Mais il est tout de même curieux cet objet. Il a l'air martelé d'un décor qui se répète. Et sa forme est étrange, plat, on dirait presque qu'il est plié sur lui-même. Plat, mais ne parlions-nous pas d'un cône, me direz-vous ? Vous ne croyez tout de même pas qu'il avait été retrouvé en parfait état. Vous savez bien que c'est très rare pour les objets isolés. De toute façon, pour l'instant, l'objet n'est pas encore identifié. Mais revenons en 1844. Après avoir apporté l'objet chez lui, Jean Bardou le déploie et découvre une sorte de cornet haut d'environ 45 cm. Il avait été plié plusieurs fois sur lui-même. Après lui avoir rendu son aspect d'origine, Jean Bardou le place sur sa cheminée afin de le montrer fièrement au voisinage. Et ça ne manque pas d'attirer les curieux. Assez rapidement, un antiquaire de passage lui propose de lui racheter sa trouvaille. Cela lui met la puce à l'oreille et Jean Bardou décide de le faire expertiser. La prochaine fois qu'il sera de marché à Poitiers, il l'apportera avec lui. Quelques jours plus tard, il le met avec ses navets dans son bissac et se met en route pour Poitiers. Arrivé sur place, il le fait voir à la femme d'un chapelier. Frappée par son aspect antique, elle s'empresse de le montrer à son mari et à l'homme qu'ils hébergent à ce moment-là. Par un heureux hasard, il s'agit de Benjamin Fillon, juge républicain, mais surtout archéologue et numismate. Il reconnaît tout de suite la valeur historique de l'objet. Il n'identifie pas sa période d'origine, mais son matériau. Ce cône est fabriqué dans une tôle d'or. Il propose à Jean Bardou de lui racheter. Mais désormais informé de sa valeur, ce dernier ne veut pas le céder sans l'avoir fait réellement expertiser. Finalement, il le vendra à un certain monsieur Besnard, orfèvre de Loudun, pour 3 francs par gramme, soit un total de 860 francs. De là, l'objet est étudié, dessiné, interprété. Il passe de main en main et finit par être vendu au musée du Louvre en 1847, cette fois-ci pour 1350 francs. Enfin, il sera déposé au musée d'archéologie nationale en 1956. Pendant tout ce temps, le curieux objet n'est pas réellement identifié. Cône, carquois, chapeau, on ne sait pas réellement à quoi il servait. Mais surtout de quand il date. De premiers articles sont publiés dès 1844, puis 1847. On y parle d'un objet sarrasin, témoin de la fameuse bataille de Poitiers, où en 732, Charles Martel vainc l'armée omeyyade. Mais par manque de contexte et de sources sur cet événement, les hypothèses hésitent toujours entre une origine gauloise, médiévale ou sarrasine. En tout cas, on est bien loin de l'âge du bronze, une période qui peine encore à exister aux yeux des chercheurs en France. Pour démêler tout cela, retrouvons Rolande Simon-Millot, conservatrice en chef, chargée des collections du néolithique et de l'âge du bronze au musée d'archéologie nationale. Bonjour Rolande. Bonjour Daphné. Merci de te joindre à nous pour nous présenter cet objet énigmatique. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de la collection de l'âge du bronze au musée d'archéologie nationale ? D'abord, c'est une collection extraordinaire. Ça, on ne le dit pas suffisamment. C'est une des plus belles collections d'Europe concernée par cette période. Et c'est une collection qui s'est constituée au cours du 19e siècle en grande partie, mais qui continue de s'enrichir régulièrement par des découvertes récentes. Les dernières pièces qui sont rentrées sont vraiment fabuleuses. Il y a la grande ceinture de Guines en or qui est visible au musée, le très très beau dépôt d'Onzin qui constitue finalement une sorte de... C'est un dépôt d'objets provenant de chars de la fin de l'âge du bronze, un petit peu la Ferrari de l'âge du bronze. Et puis jusqu'à l'année dernière, nous avons acquis un dépôt de 182 à Châtellon, qui a été découvert en Normandie et qui est sans doute le plus gros dépôt actuellement connu de à Châtellon en France. Donc voilà, on a quand même des pièces majeures et nous sommes ravis de pouvoir en parler avec toi aujourd'hui.
Et alors l'âge du bronze, qu'est-ce que c'est comme période? C'est quoi ces bornes chronologiques en Europe? Alors, l'âge du bronze, si on parle brutalement de date, c'est moins 2300 avant notre ère et jusqu'à 800 avant notre ère. Et en fait, l'âge du bronze, c'est un âge qu'on va coller entre l'âge de la pierre polie, le néolithique, et l'âge du fer. Alors, pour comprendre un peu comment tout ça s'est constitué, il faut revenir aussi au 19e siècle, où on a commencé à construire cette science qu'est l'archéologie, et où on a commencé à percevoir aussi une profondeur du temps qui n'était pas bien perceptible avant. Et donc, tous ces savants, ces grands érudits, ont éprouvé le besoin de mettre de l'ordre dans cette grande perception du monde et dans tous ces objets d'origines diverses qu'ils découvraient et qu'il fallait pouvoir dater les uns par rapport aux autres. Et un des aspects qui a été sans doute perçu comme le plus simple, ça a été la matière, avec une certaine idée du progrès technologique. D'abord la pierre taillée, ensuite la pierre polie, donc le paléolithique, le néolithique, ensuite le métal, donc le cuivre, le bronze étant un alliage de cuivre et d'étain, donc une innovation technologique majeure, et puis enfin le fer, qui était un métal qui était beaucoup plus facile à trouver, mais plus compliqué à réduire et à transformer en métal. Donc à chaque fois, une forme de progrès technologique. Alors évidemment, c'est un petit peu schématique, mais ça permettait de mettre des cadres simples, compréhensibles par tout le monde, qui, je dirais, sont parfois aussi un peu contraignants. C'est évidemment pas parce qu'on a inventé le fer qu'on a abandonné le bronze. C'est pareil, au moment où on commence à maîtriser le métal, on ne va pas abandonner la pierre taillée ni la pierre polie. Donc tu vois, c'est des choses qui se mettent en place de façon beaucoup plus souple que ces cadres ne le laissent entendre. Et le mode de vie des hommes et des femmes à l'âge du bronze, ça ressemblait à quoi? Alors c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que le fait d'avoir utilisé cette matière, le bronze, qui est donc un alliage de cuivre et d'étain, a entraîné pas mal de changements dans la société. D'abord parce que le cuivre et l'étain, ce sont finalement des éléments relativement rares qu'on ne trouve pas partout, il y a des gisements en Europe, et surtout que les gisements de cuivre et les gisements d'étain coïncident rarement. Et donc, il faut que les uns et les autres se mettent d'accord, que des routes commerciales se mettent en place pour pouvoir créer ce métal précieux qui est vraiment magnifique, le bronze, qui a la couleur de l'or. L'alliage de cuivre et d'étain, évidemment, c'est pas vert, c'est doré. Donc, c'est quelque chose qui a généré une impulsion vraiment très forte dans toute la société et qui a impulsé vraiment un mode de vie peut-être plus généralement partagé dans toute l'Europe que ce n'était autrefois. C'est peut-être toujours un peu... On regarde son petit bout de lorgnette, donc on a toujours l'impression que c'est plus neuf qu'avant. Mais effectivement, il y a quand même quelque chose qui se passe à l'âge du bronze, qui est de l'ordre d'un changement d'échelle par rapport aux échanges qui pouvaient avoir existé un petit peu avant. Donc, revenons à notre objet, le cône d'Aventon. Est-ce que tu peux peut-être nous le décrire pour qu'on réussisse un peu à le visualiser, à quoi il ressemble aujourd'hui? Alors, pour le visualiser, je pense que le plus simple, c'est d'imaginer un cône de chantier. Mais alors, un cône de chantier très précieux, très luxueux, tout en or, donc c'est pas n'importe quoi. Et alors pourquoi cône de chantier? Parce qu'on retrouve la forme effectivement conique et creuse, parce qu'on retrouve aussi l'idée de bande. En fait, le cône d'Aventon, il est décoré de 13 rangées d'ocelles. Donc des ocelles, c'est des cercles concentriques qui, au cœur, possèdent une petite bossette. Ces 13 rangées d'ocelles sont séparées les unes des autres par des rangées de filets, des petites lignes toutes simples, et puis par des petites rangées de ponctuation. Tout ça faisant finalement une sorte de motif très répétitif du haut jusqu'au bas du cône. Alors tout au-dessus, il y a une étoile à 11 branches qui coiffe là, vraiment le sommet du cône. Et tout en bas, il y a une bande avec des petits guillochis qui semblent dire que, d'abord, le cône est incomplet, on sait qu'il manque une base, mais ce changement dans le décor qui apparaît tout à la base semble nous dire qu'effectivement, on changeait sans doute de registre après, et peut-être qu'une base existait qui a aujourd'hui disparu. Et ça, j'imagine qu'on peut le dire parce qu'on a des objets qui ressemblent un peu qu'on a trouvés. Mais oui, Daphné. Alors, en fait, il existe 4 cônes d'or en Europe. Alors là encore, on voit cette importance de l'Europe et le fait que dans cette Europe occidentale, que nous connaissons bien aujourd'hui, il y a une forme de communauté qui fait qu'on retrouve un peu les mêmes types d'objets à des endroits très différents. Donc là, en l'occurrence, les 3 autres cônes que l'on connaît proviennent d'Allemagne. Alors que notre cône à nous, le cône d'Aventon, il est originaire de Poitiers. Donc, tu vois déjà
les centaines de kilomètres qui les séparent. Et puis, ces 3 autres cônes que l'on connaît, donc le cône de Schieferstadt, qui a été découvert en 1833, donc c'est le premier à avoir été découvert, et c'est le plus petit. Il fait à peine 30 cm, alors que notre cône à nous, le cône d'Aventon, il mesure aujourd'hui 53 cm, après restauration. Avant restauration, il ne mesurait que 46 cm. Voilà. Et le cône d'Etzeldorf, qui lui a été découvert en 1953, si je ne m'abuse, et qui mesure 88 cm, c'est le plus grand. Et enfin, le cône de Berlin, qu'on appelle cône de Berlin parce qu'il est présenté, exposé au musée de Berlin, mais qui est de provenance complètement inconnue. Il a été vendu en vente publique à Genève en 1996, là où le musée de Berlin, là qui on suppose qu'il est originaire de cette zone nord-alpine, plutôt d'Allemagne, mais en fait on n'en sait absolument rien. Ce décor de bosselets, d'étoiles, on le retrouve parfois sur d'autres objets que des cônes ? Alors, d'abord, on le retrouve sur tous les cônes, avec des complexités un peu diverses. Sans doute que le plus complexe, c'est justement le plus grand, c'est le cône d'Etzeldorf, qui lui a aussi des petits symboles d'étoiles ou de lune. Et on le retrouve sur d'autres objets de l'âge du bronze, oui, qui sont également en or, et notamment ce qu'on appelle des éléments de vaisselle, de récipients, sans doute des coupes à boire, qui sont assez particulières. Et sait-on comment on fabrique ces cônes ? Alors, c'est toute la question, Daphné. C'est sans doute the question à propos de ces cônes, parce que, alors c'est pas un mystère, c'est-à-dire que des expérimentations ont été faites, on sait maintenant à peu près comment ces cônes ont été faits. Ceci dit, on est absolument incapable de faire aussi bien, et il reste encore une grande difficulté, qui est la manière dont ces cônes ont été décorés. Alors déjà, la fabrication juste de la tôle d'or. C'est une tôle d'or qui est épaisse comme une feuille de papier, c'est extrêmement fin. Et ce sont des cônes qui n'ont été obtenus que par déformation plastique. C'est-à-dire que ce n'est pas une feuille qui est repliée sur elle-même pour avoir une forme de cône, comme on peut le faire comme n'importe qui. Ce n'est pas des choses qui ont été fondues en forme de cône, comme les cônes en plastique de chantier. Non. Il faut s'imaginer partir d'un petit lingot d'or que l'on va chauffer un petit peu et puis que l'on va battre, enfoncer sur une enclume, de forme sans doute un peu particulière, de manière à l'emboutir petit à petit et faire en sorte qu'il mesure non pas quelques dizaines de centimètres comme une tasse, comme pour manger, ou 15 centimètres comme pour la fiasque de Villeneuve-Saint-Fistre, dont je parlais tout à l'heure, mais que ça forme un cône jusqu'à 88 cm pour le cône d'Etzeldorf. Donc vous imaginez un peu le travail pour emboutir ce petit lingot d'or et lui donner la forme simplement par pression, en fait, d'un cône. Déjà, ça, c'est extraordinaire. Et sans le casser, en le réchauffant régulièrement, avec cette finesse, cette fragilité, c'est juste extraordinaire. Premier point, donc fabriquer le cône. Et ensuite, il faut le décorer. Et alors là, ça se complique considérablement. Parce que comment est-ce qu'on parvient à créer ce décor qui est très répétitif, certes, mais très régulier, du haut jusqu'en bas du cône, avec nos petites mains, nos petits outils, par pression, car ce sont des décors qui ont été estampés. Mais comment ? La seule solution paraît être de l'extérieur. Mais pour arriver à estamper un décor de cette qualité-là de l'extérieur, ça veut dire qu'il faut qu'on ait mis à l'intérieur quelque chose qui soit suffisamment mou pour accepter l'estampage, mais dur pour quand même résister et protéger le métal. Donc des études ont été faites, des expérimentations notamment par les Allemands, qui tendaient à penser qu'on avait sans doute mis à l'intérieur une sorte de résine qu'on aurait enlevée par la suite. Ceci dit, c'est pas simple. Et arriver à cette qualité de décor-là, je dois dire que c'est quand même assez remarquable. L'autre hypothèse serait qu'on ait éventuellement moulé une sorte de modèle en bronze avec les décors dessus et qu'on aurait placé le cône en or très fin et qu'on aurait pressé. Mais là aussi, les décors sont particulièrement précis, extrêmement fins. Et toute expérimentation pratique n'a à chaque fois donné vraiment que des facsimilés de très mauvais aloi. Donc c'est encore un mystère. Disons qu'ils étaient quand même très très forts, ces gens de l'âge du bronze. Justement, sur ce décor très compliqué à faire, on s'est quand même donné énormément de mal à le représenter. Est-ce qu'on sait ce qu'il peut symboliser, peut-être son utilité ? Alors, ça c'est l'autre problème, chère Daphné. En fait, on a des idées. Les Allemands notamment ont des idées,
mais on manque de contextualisation pour bien comprendre ces objets. Tous les cônes ont été découverts dans ce qu'on appelle des espèces de dépôts. En fait, ils étaient enterrés, ils ont été sans doute le cône d'Aventon plié et déposé en terre. Et cône de Schifferstadt ou d'Etteldorf, c'est pareil. Donc pas de contexte. On ne sait pas qui, ni comment, ni où étaient utilisés ces cônes. Donc première grosse interrogation. Deuxième grosse interrogation, à quoi ça pouvait servir ? Alors, je dirais qu'il y a deux fonctions majeures qui sont mises en avant et une troisième qui est proposée par les Allemands. Les deux fonctions majeures, ce serait une sorte de bétyle, d'objet précieux posé comme ça, éventuellement dans le cadre d'une cérémonie pour exprimer éventuellement la présence divine ou la présence sacrée. C'est des objets tellement particuliers, tellement extraordinaires par leur matière et par leur fabrication qu'on est vraiment très très loin de l'objet quotidien. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, l'idée que peut-être on a affaire à une sorte de machine à calculer le temps. C'est-à-dire qu'on a affaire à l'âge du bronze à des populations qui sont des populations essentiellement agricoles. Même si elles maîtrisent cette technologie très innovante qu'est le métal, la plupart sont des populations qui vont vivre dans des petites fermes de leur production. Et donc, pour eux, c'est très très important de connaître les saisons, le temps, le développement du soleil, le moment où il va falloir moissonner, le moment où il va falloir semer. Enfin, tous ces éléments-là, ils sont primordiaux. Et on se rend compte que depuis le néolithique, la connaissance, le calcul du temps, la mesure du temps, elle est hyper importante pour ces sociétés-là. Que l'on pense à Stonehenge, par exemple, qui est un temple du soleil, en fait, mais qui est aussi un moyen de, chaque année, fêter le renouveau du temps, des saisons, etc. C'est pareil pour les populations de l'âge du bronze. On est vraiment dans ce même type de société. Et donc, le cône d'Aventon, les différents modes de décor, les différents registres ont été identifiés par un chercheur allemand qui s'appelle Wilfried Manguin comme étant un possible calendrier solilunaire, un moyen de compter le temps en élaborant une sorte de calcul assez savant entre les ocelles horizontales et puis les différents filets verticaux, de manière à synchroniser le calendrier solaire et le calendrier lunaire. La Lune, elle est extrêmement simple à suivre. C'est vraiment un calcul du temps qui est simple, plus facile finalement que le calendrier solaire. Il est important pour les populations de se caler là-dessus. Et en fait, on se rend compte qu'il est possible que tous les cônes soient une forme simplifiée de machine à calculer le temps. Ça reste assez complexe. Et puis un dernier point qu'envisagent les Allemands, notamment parce qu'ils ont effectivement ce petit cône de Schifferstadt qui ne fait que 30 cm, mais aussi parce qu'avec le cône de Berlin, ils sont tombés sur un cône un peu plus grand de 77 cm qui est complet et qui dispose d'une calotte. Donc vous imaginez le cône, en dessous une calotte qui permet éventuellement de placer la tête et une espèce de petite collerette qui forme une sorte de visière autour du cône. Et donc ils ont envisagé l'hypothèse que ces cônes ce soient des chapeaux. Un peu comme nos chapeaux de sorciers. Quand on imagine en plus que nos chapeaux de sorciers portent des lunes et des soleils, tu vois, on est vraiment dans cette idée-là. Mais là encore, l'hypothèse, elle repose sur pas grand-chose finalement. Et c'est très difficile d'arriver à comprendre complètement ces objets dont on est certain qu'il s'agit de pièces importantes, vu la complexité de leur fabrication et sans doute les compétences rares qu'il fallait avoir pour les mettre en œuvre, mais dont il est difficile d'être très affirmatif quant à leur fonction. Encore une fois, le manque de contexte archéologique. Ah mais oui, c'est vraiment pour nous difficile. Et pour l'âge du bronze, ça se complique du fait aussi que beaucoup d'objets, notamment métalliques, dans lesquels normalement les sociétés s'investissent beaucoup, sont découvertes non pas en habitat, en contexte, mais souvent dans ces fameux contextes de dépôt qui sont sans doute une forme d'offrande ou de sacrifice alors, aux dieux, aux esprits, aux ancêtres, c'est toujours pas forcément très clair. Une des particularités que nous avons, nous, en Europe, c'est que nous avons un âge du bronze, certes très riche, très varié, mais contrairement aux cultures contemporaines de l'âge du bronze, les Égyptiens, Ramsès, c'est de l'âge du bronze, par exemple, nous n'avons pas d'écriture. Donc il nous manque aussi parfois cette perception d'eux-mêmes qu'ont parfois les populations. Là, on est un peu face à des objets muets. Pour revenir sur l'histoire de cet objet depuis sa découverte, on a vu qu'il avait une histoire assez mouvementée et que finalement il arrive assez tardivement au musée d'archéologie nationale. Qu'est-ce qui explique ça et cette si grande difficulté à l'identifier au moment de sa découverte et après ? Alors, il faut revenir un petit peu au moment dont je te parlais au départ, c'est-à-dire la construction de l'âge du bronze, enfin de la conception de l'archéologie comme une discipline scientifique et de cette conception du temps.
En fait, il se trouve que cette conception en 3 âges, donc l'âge de la pierre, l'âge du bronze et l'âge du fer, elle a été en partie et largement fondée et promue par un chercheur danois qui s'appelle Christian Thomsen. Christian Thomsen qui devient finalement le premier conservateur du National Museum archéologique de Copenhague au tout début du XIXe siècle. Et qui se trouve face à une collection immense avec plein d'objets et qui doit trier. Et là, c'est lui. Il décide de voir un truc un petit peu méthodique, donc d'avoir un cadre, donc notamment ce grand cadre par matière. Et puis, il se rend quand même assez vite compte que à l'âge du fer, il y a encore du bronze qui est produit et il faut qu'il arrive à distinguer, par exemple, le bronze qui est produit à l'âge du fer et le bronze qui est produit à l'âge du bronze. Donc, il va créer un truc qui est complètement dingue, c'est la typochronologie. Il va essayer de comprendre à partir d'ensembles clos, donc d'ensembles funéraires, par exemple, ou d'ensemble de ces fameux dépôts, comprendre ce qui va avec quoi et ce qui date de quand. Et c'est comme ça qu'il détermine qu'il y a vraiment un âge du bronze qui est tout à fait distinct d'un âge du fer. Or, il se trouve que ce schéma-là donc, est adapté et qui se diffuse très rapidement dans tout le nord de l'Europe. Les Allemands l'adoptent assez rapidement, l'adaptent, l'affinent avec leur société, et les Anglais pareil. Mais en fait, nous, en France, on est un peu plus résistants. Et des gens comme Alexandre Bertrand, par exemple, qui va devenir le 2e directeur du musée d'archéologie nationale, qu'on n'appelle pas encore comme ça, lui, il était un petit peu résistant. Il pense qu'en fait, dans nos régions, le bronze et le fer qu'on trouve ensemble sont arrivés ensemble et qu'il n'y a pas vraiment eu d'âge du bronze en France. Et c'est pour ça que lorsqu'on ouvre le cône d'Aventon, qui est un cône en or, on n'imagine pas 2 minutes qu'on ait affaire à de l'Antiquité nationale. C'est de l'importation d'Orient. Dans un premier temps, on imagine même que ça vient de la bataille de Poitiers. Donc, tu vois, c'est très difficile. Il faut du temps. En 1846, 44 quand on le découvre, et en 47 quand le Louvre l'acquiert, le musée n'existe pas encore. Donc, il va au Louvre. Tout à fait naturellement. Et au Louvre, on va le rapprocher des productions d'abord orientales, et puis au fur et à mesure que la science progresse, on va le rapprocher éventuellement des Gaulois, mais on n'envisage pas de période antérieure. Et en 1924, par exemple, quand le Louvre publie son catalogue d'orfèvrerie et d'or celtique, il met le cône d'Aventon. Donc ils mettent beaucoup de temps à savoir de quand ça date. Ensuite, la difficulté, c'est de faire le lien avec ce qui existe en Allemagne. Les Allemands ont assez rapidement fait le lien avec notre cône d'Aventon, mais nous, on a mis du temps à faire le lien avec leur propre découverte. Donc tu vois, il y a un petit décalage entre la recherche proto-historique allemande et notre propre recherche qui a eu du mal pour diverses raisons. Parce qu'en plus, il y a eu aussi la Première Guerre mondiale qui nous a privés de chercheurs proto-historiens qui sont morts pendant la guerre et qui ont cruellement manqué à la renaissance de notre proto-histoire française, donc comme Joseph Deschlet, par exemple. Donc tu vois, il y a des choses qui expliquent que sur cette perception et cette compréhension, non seulement de l'âge du bronze et des productions de l'âge du bronze, on a eu un léger retard. Merci beaucoup Roland de nous avoir présenté cet objet toujours énigmatique. On en sait quand même un peu plus. Oui, mais il faut venir le voir, il est extraordinaire. Oui, puis je pense qu'on continuera à en apprendre dans les prochaines années avec l'avancée de la recherche. D'autant qu'on va, là, très prochainement, je peux le dire, commencer un travail de recherche avec Barbara Armbruster, non seulement sur le cône d'Aventon, mais sur les ors de l'âge du bronze, parce que c'est tout un pan de cette société et de ce caractère très innovant de l'âge du bronze que l'on peut mettre en valeur au sein de nos collections, qui sont particulièrement bien représentées et qui ont encore beaucoup à nous apprendre. Affaire à suivre. Très bien. Au revoir Daphné. Au revoir Roland. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous donne rendez-vous sur notre site internet dans la rubrique podcast si vous voulez en savoir un peu plus sur cet objet. On y a mis quelques éléments de bibliographie et aussi beaucoup d'images. Et sinon, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. C'était Écho du temps, le podcast du Musée d'archéologie nationale.